Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Bonsoir tout le monde. I will hear the energy in the room. Good afternoon, everyone. Je veux vous l'entendre crier. Bonsoir. Can you give me a à tous et à toutes? Okay. All right. Excellencies, all the people of here. Excellence, My name is Joanne. bonsoir. Je m'appelle Joanie, je suis médecin et chercheur. I also advise senior leaders on the global health. Je suis également conseillère auprès des chefs d'État sur les questions d'égalité de genre. Et c'est un honneur pour moi de modérer cette troisième session plénière. Bienvenue encore une fois à cette session plénière sur les droits et la santé et les droits sexuels et reproductifs. Comme vous le savez tous et toutes, nous avons été témoins de nombreux reculs en matière de santé et droits sexuels et reproductifs et d'indépendance. Les femmes et les filles voient leur droit à disposer de leur corps attaqué. Malheureusement, dans d'autres parties du monde, heureusement, autant pour moi, d'autres progrès dans le monde sont enregistrés. Nous gardons espoir. Cette discussion sera placée sous le signe de l'espoir. Nous allons nous concentrer sur 3 piliers. La SDSR pour tous, ensuite l'autonomie corporelle et le troisième pilier, le droit à l'avortement. Et comme je vous l'ai dit, je suis intéressée par les questions de SDSR et c'est un honneur pour moi de modérer cette plénière. Permettez-moi de présenter celle qui se chargera du mot d'ouverture de cette session plénière. Elle a été élue femme de l'année par le Times Magazine. C'est l'une des femmes les plus respectées, les plus influentes. Une sage-femme, Jenny Joseph. Veuillez applaudir Madame Jenny Joseph. Bonsoir, bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec nous. Je vais commencer par une question. Comment est-ce que vous vous sentez lorsqu'on parle de santé, de droits sexuels et reproductifs? Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous voyez ce sujet intégré à nos discussions? J'ai compilé certaines images de femmes, des femmes enceintes, heureuses. Ces photos ont été publiées en avril de cette année. Et je sais que ces femmes sont heureuses aujourd'hui, mais je voulais aller au-delà de ce projet. Et j'espère que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil dessus. Et comme l'a dit la modératrice, je suis sage-femme. Nous sommes autour de ces femmes enceintes, nous les accompagnons. J'exerce cette fonction depuis plusieurs décennies. J'avais à peine 19 ans, j'étais encore très jeune. Et j'aimerais vous parler de notre santé, votre santé, la santé de vos proches et leur droit d'accéder à ces services de santé de qualité. Vous avez vos propres réalités, des amis à vous, des membres de votre famille ont également des histoires concernant ce sujet, la santé. Certaines personnes autour de vous ont été frustrées, en colère, parce qu'elles étaient impuissantes, ou peut-être parce qu'elles avaient honte, car elles n'avaient pas accès à ces services. Il existe beaucoup d'histoires sur l'avortement, sur les fausses couches. Et après avoir traversé des expériences aussi traumatisantes, on ne ressort jamais indemne. Nous voulons que ces personnes soient au centre de nos discussions, qu'elles soient comprises, qu'elles soient invitées à la table des discussions. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
des familles souffrent, des sociétés entières souffrent. Parce que si les patients ne sont pas pris en charge correctement, c'est la société qui en pâtit. Nous pensons que ces soins axés sur la personne feront toujours écho aux patientes, aux femmes. Ici, nous parlons vraiment de sauver la vie de femmes, de personnes qui respirent, la vie de nouveau-nés, de petits-enfants. Ce faisant, et dans ce contexte, nous devons repenser la manière dont nous concevons ces systèmes. Je travaille aux États-Unis depuis plusieurs années et parfois il m'arrive d'être choquée de voir comment est-ce que les femmes afro-américaines sont traitées dans les hôpitaux. Les femmes noires souffrent beaucoup plus de mortalité après l'accouchement que d'autres femmes de la même société. Certaines frôlent même la mort. J'aimerais vous poser cette question. Si vous frôlez la mort, dans les statistiques, est-ce que vous êtes compté comme une victime? Chaque année, aux États-Unis, nous accueillons des millions de nouveau-nés. Et très peu de ces femmes ont les mêmes expériences de grossesse. Combien d'entre elles qui ont été victimes de ces expériences négatives peuvent s'exprimer? Pour moi, il s'agit d'un phénomène de maternité toxique. Les parents, victimes de ces expériences négatives, qu'il s'agisse de mortalité infantile ou alors de fausses couches, sont invisibilisés. Ce n'est pas parce que ces personnes sont issues de communautés où les violences sont inhérentes. Non. Ce sont des facteurs qui doivent être pris en compte par le secteur de la santé. Et ce serait trop facile de dire que ces femmes sont responsables de leurs conditions. Nous devons nous rappeler que tant que nous ne pourrons pas offrir cette autonomie aux femmes, tant qu'elles ne pourront pas choisir de disposer de leur corps comme elles le veulent, tant que nous n'aurons pas les décisions, ne prendrons pas les décisions informées qui s'imposent, tant que nous ne nous mettrons pas à leur place, tant que notre système de santé ne prendra pas en compte ces facteurs, et tant que nous n'écouterons pas ces femmes, tant que nous n'apprendrons pas à nous taire et à écouter ces femmes, rien ne changera. Leurs familles, leurs parents, leurs proches auront toujours l'impression qu'ils n'ont pas les services de santé sexuelle et reproductive qu'ils méritent. Nous serons toujours confrontés à des situations de stress, de frustration dans les services de santé. Parce que nous, professionnels de la santé, nous travaillons dans des systèmes irréels qui ne sont pas durables. D'une certaine manière, nous souffrons de ces conditions de travail insupportables. Et cela fait partie de l'environnement toxique dans lequel nous travaillons, cet environnement dans lequel nous sommes englués. Les sages-femmes ont besoin d'être écoutées, d'être soutenues. Il est temps d'adopter des mesures réalistes. Il est temps de s'attaquer aux problèmes et de comprendre pourquoi cette profession qui aide les femmes à donner la vie est aussi négligée et écartée des tables de discussion ou des tables de prise de décision. Je pense que c'est parce que c'est une question de genre. Nous avons mis en place une campagne pour aider les organisations locales afin de travailler de manière collective et solidaire et aider les sages-femmes du monde. Si vous êtes un bailleur de fonds, pensez aux sages-femmes. Si vous êtes une organisation de défense des femmes, pensez aux sages-femmes. C'est de cette manière que nous pourrons réduire la mortalité infantile et maternelle. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin d'être traités avec dignité. Je pense que si nous parvenons à garantir cette dignité, à apporter ce soutien, ces femmes qui donnent la vie se sentiront mieux. Est-ce que
vous voulez faire partie de ce changement. En ce qui concerne la santé et les droits sexuels et reproductifs, nous devons être honnêtes. C'est une question de vie ou de mort. Merci. What's this inspiring keynote remark? J'espère que ce discours d'ouverture vous a inspiré autant qu'il l'a fait pour moi. J'aimerais encore une fois remercier Madame Jenny Joseph qui a souligné de nombreuses défaillances de notre système de santé. Elle a souligné l'urgence de cette question. Nous devons agir aujourd'hui. Elle a également souligné le rôle que les sages-femmes jouent, car elles permettent de soutenir le système de santé à l'échelle locale, nationale et internationale. Elle nous a également appelés à agir. Encore une fois, nous devons agir maintenant et pas demain. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de commencer notre table ronde d'aujourd'hui. Nous allons parler de santé, droits sexuels et reproductifs, et en attendant que les fauteuils soient correctement disposés, j'aimerais que nous réfléchissions un peu et que nous comprenions cette question. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à proposer des services de santé et de droits sexuels et reproductifs de qualité, afin que les besoins des femmes, des jeunes filles, soient pris en considération dans ce plan de SDSR intégré et complet. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue aux membres de notre table ronde du jour par vos applaudissements. Applaudissez un peu plus fort, s'il vous plaît. Welcome, Dr. Natalia Kanem. Bonjour, Dr. Natalia Kanem, Catalina Devandas Aguilar, Anita Zaidi, Dr. Semou Keliso Dobé, Monsieur Kevin Ali et Madame Esther Okesh. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Ali, prenez place, s'il vous plaît. Distinguished speakers, VIPs, Excellencies. Chers invités, bienvenue à cette troisième session plénière. Nous allons parler de santé, de droits sexuels et reproductifs et d'autonomie. Et avant que nous ne commencions, dans notre société, nous avons la capacité d'aller sur la Lune, d'explorer l'espace. Nous pouvons sonder les profondeurs des mers. Mais dans notre société, nous n'avons pas la capacité d'intégrer pleinement les femmes et les filles et de leur proposer des services de santé et de droits sexuels et reproductifs de qualité. Je vais maintenant présenter nos invités du jour. Le docteur Natalia Kanem, sous-adjoint auprès de l'Organisation des Nations Unies. Il est également en charge des questions de SDSR. Le docteur Anita Zaidi est la présidente de la Gender... Elle est présidente de la Gender Equality Division et
au sein de la fondation Bill et Melinda Gates. Madame Catalina de Bandas Aguilar est juriste, premier rapporteur spécial des Nations Unies pour les personnes vivant avec un handicap. Le Dr Samukeli Sodobe, directrice générale du FP 2030, une organisation qui milite en faveur du planning familial à travers le monde. Madame Ista Rokesh, directrice générale et coordonnatrice des programmes au sein de Kefeado, une organisation qui prodigue des conseils aux femmes. Et enfin, M. Kevin Ali, notre champion et défenseur de l'égalité de genre, directeur général d'Organon, une organisation qui milite en faveur des droits des femmes. Bienvenue, Monsieur Kevin Ali. Commençons sans plus tarder par cette question. Nous savons qu'il existe de nombreux obstacles que les femmes, les filles rencontrent, surtout en ce qui concerne les services de SDSR. Ces femmes n'ont pas de mots à dire sur la manière dont leur corps est traité. Comment faire face à ce type de défi? Merci, Madame la modératrice. J'aimerais revenir sur ce que Jenny a précisé tout à l'heure. Assister à cette conférence au nom de l'UNFPA est l'occasion de parler du travail que nos ancêtres, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont fait. C'est également l'occasion de poursuivre leur œuvre. Lorsque je pense aux priorités de l'avenir, je pense que la SDSR en fait partie. Nous sommes en mesure de réfléchir et d'être ambitieux, de penser que l'avenir du monde se trouve dans l'espace. Mais d'un autre côté, nous sommes encore incapables d'assurer des services de base. Nous devons donc réorganiser nos priorités. Lorsque nous pensons aux technologies, nous voulons que leur apport soit visible dans la santé, dans les services de santé destinés aux femmes. Nous savons que ces technologies pourront aider ces femmes à mieux vivre leur grossesse. Certaines de ces femmes, malheureusement, perdent la vie en la donnant. Ce sont des cas qui provoquent généralement l'émoi sur les réseaux sociaux. Grâce aux technologies, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Nous repoussons les limites du possible. Le secteur privé essaie d'aider les femmes au lieu de les reléguer au second plan. Et je crois que ce serait également intéressant de compter sur la participation de nos partenaires pour créer des changements visibles. Nous avons mis sur pied une alliance en faveur de l'égalité. Nous travaillons avec des partenaires de l'ONU comme Women Deliver et nous comptons sur des acteurs comme l'ONU et son rapporteur spécial pour les personnes vivant avec un handicap. Je vais prendre un petit exemple. Si je suis ménopausée, et c'est d'ailleurs mon cas, le système de santé devrait prendre en considération mes besoins, tant comme les besoins de jeunes filles qui viennent d'avoir leur menstru. Je crois que la technologie ne devrait pas faire taire notre capacité à disposer de notre corps comme nous le souhaitons. La misogynie, le patriarcat sont des mots qui pendant longtemps nous ont minés. Les agresseurs ont toujours eu la réputation de parler fort, tandis que nous, les victimes, avons honte de nous exprimer.
Mais notre capacité à disposer de notre corps est un droit. Et je suis en faveur de ce droit. Veuillez applaudir le docteur Kanem, qui nous encourage à défendre nos droits. Je vais vous poser la question suivante. Quelle approche pouvons-nous adopter pour renforcer le plaidoyer en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs pour avoir une vision commune? Je crois qu'il est plus qu'évident que le travail que nous faisons implique la participation des mouvements féministes, des organisations féministes. Nous avons donc des idéaux, nous avons nos propres objectifs de développement durable. Nous savons également que les violences fondées sur le genre remontent à des temps immémoriaux. Mais les choses doivent changer maintenant. Nous devons donc adopter la meilleure approche. C'est notre atout. Nous défendons ces petites filles dans nos villages qui ne sont peut-être pas ici, mais Esther et d'autres personnes sont là pour porter leur doléance. C'est très important de comprendre la notion d'autonomie et le fait de pouvoir disposer de son corps comme on le souhaite. Il s'agit d'un droit fondamental, d'un droit essentiel. Et si vous ne connaissez pas ce droit, si vous ne connaissez pas vos droits, vous prêtez le flanc à beaucoup de maux, à beaucoup d'inégalités. The boyfriend who leaks the naked picture or whatever it may be, the insult that's there on the web forever, into a rights issue where Nous avons dépassé ce stade où les photos de jeunes filles qui sont partagées sur Internet font ressentir à ces filles des sensations de honte, un sentiment de honte. Parce que aujourd'hui, nous savons que ces femmes ne doivent pas avoir honte de leur corps et que c'est plutôt leurs agresseurs qui doivent avoir honte de leur comportement. Dans le cadre de cette conférence, je pense que Women Deliver, à travers cette initiative, contribue à déstigmatiser ces cas de violation, en tout cas ces hontes mal placées, ces formes de honte mal placées. Les questions de santé, de droits sexuels et reproductifs doivent être portées au plus haut. Et la grande majorité des personnes présentes ici souhaitent que l'égalité de genre devienne une réalité. Nous allons continuer de nous battre et c'est pourquoi nous tirons les pleins profits de cette plateforme. Merci, Dr Kanem. Je crois que je vais maintenant passer la parole à Madame Anita Zaidi. Vous faites partie d'une grande fondation. Quels sont les défis en matière d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive? En l'occurrence, le planning familial. Merci de me passer la parole. En ce qui concerne ces défis liés au planning familial et à la santé sexuelle et reproductive, je crois que le principal défi est financier. Et il se traduit de plusieurs manières. Par exemple, les services qui sont disponibles et la manière dont ces services sont fournis. En ce moment, nous devons gérer de nombreuses difficultés, de nombreux conflits, dont la pandémie de Covid-19. De nombreux pays ont dû limiter beaucoup leurs ressources, en tout cas leurs dépenses. Ensuite, nous avons constaté qu'en dépit de la forte demande de services liés au planning familial, il existe un écart entre l'offre et la demande. Et les financements dont disposent ces organisations sont de plus en plus limités. Aussi, très peu de systèmes financiers investissent dans les services destinés
aux familles et à la santé de ces mères en général. Le système de santé des infirmiers et des infirmières en première ligne, en général, est négligé. Tout au long de leur vie, les femmes sont habituées à faire taire leurs besoins en matière de maternité ou en tout cas de santé de qualité. Malheureusement, ces attentes, ces besoins ne sont pas pris en considération lorsque ces systèmes de santé sont mis en place. On ne pense pas à des produits ou à des services qui répondent à ces besoins. Parfois, ces services n'existent pas du tout. Ce sont des problèmes qui reviennent constamment et qui affectent la qualité des services et la disponibilité de ces ressources. Et ce sont des défis qu'il faudra surmonter. Merci. Je ne l'aurais pas mieux dit. Et votre réponse appelle une autre question. Nous savons que les droits des femmes sont des droits humains à tout bien considéré, à tous les égards. Et sur la base de votre grande expérience, comment est-ce que l'adoption d'une bonne approche peut affecter le combat que nous menons, surtout en ce qui concerne les SDSR? L'accès aux contraceptions, la capacité de disposer de son corps, l'accès à des informations sont des droits fondamentaux. Je me suis récemment rendue au Nigeria et j'ai pu voir comment est-ce que l'accès aux informations contribue à changer les mentalités des populations. L'accès aux contraceptions devient de plus en plus une réalité dans ce pays. Beaucoup de politiques ont évolué ces dernières années. Dans le monde en général, je pense que nous enregistrons des progrès significatifs. Hier, certains services n'existaient pas. Aujourd'hui, ils sont disponibles. Les produits peuvent être auto-administrés. Et je pense que ces progrès ont un impact considérable sur l'accès aux services en matière de santé sexuelle et de droit. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devrions faciliter l'accès aux services liés au planning familial. Parce que pour moi, c'est un droit comme un autre. Merci. Puisque nous parlons de droits humains, j'aimerais me tourner maintenant vers Madame Catalina de Bandas Aguilar. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les défis en matière de SDSR que vous observez autour de vous? Merci, Johnny. J'aimerais commencer par raconter deux histoires qui m'ont été racontées par mes collègues. Une jeune femme autochtone de 14 ans tombe enceinte et elle veut se faire avorter parce qu'elle a été violée et est tombée enceinte. Mais les membres de sa communauté lui conseillent plutôt de se marier avec son agresseur et de prendre soin de son bébé et de son nouveau mari. La deuxième histoire est celle d'Alicia, qui a 2 enfants, 2 garçons. Elle a de la peine à disposer de moyens suffisants pour s'occuper de ses enfants et ne souhaite pas tomber enceinte à nouveau. C'est la raison pour laquelle Alicia, qui n'a pas la possibilité d'obtenir des services qui lui permettront d'éviter de tomber enceinte, demande à son mari de faire une vasectomie. Alicia a contourné le système. Elle a trouvé une solution. Malheureusement, elle n'a pas pu disposer de son corps comme elle le souhaitait. Nous sommes dans un monde qui se dit moderne. Mais dans ce même monde,
on trouve normal d'empêcher de jeunes femmes de décider comment est-ce qu'elles vont gérer leur corps, comment est-ce qu'elles vont prendre soin d'elles. Ce sont des défis qui vont au-delà de la pauvreté, des inégalités, du manque d'éducation et d'information. Nous vivons dans un monde où les femmes vivant avec un handicap sont invisibles. Ce sont des femmes qui n'ont pas le droit d'avoir une vie de famille normale, qui n'ont pas le droit d'avoir des partenaires ou de rapports sexuels. Ce que nous comprenons de cette manière de penser, c'est que ces personnes n'ont pas le droit à des soins. Elles n'ont pas le droit d'avoir des informations sur la SDSR. Lorsqu'on parle de SDSR destinée aux femmes, les femmes vivant avec un handicap sont laissées de côté. Lorsqu'on parle de violences basées sur le genre, de grossesse non désirée, aucun service n'est proposé à ces femmes qui vivent avec un handicap. Je ne parle même pas de services de contraception et de lutte contre et de maladies sexuellement transmissibles. Et voilà ce que je voulais dire, parce que je crois qu'on a déjà parlé du problème de financement. Merci. C'est le type d'intervention que nous souhaitions voir. Et je pense que les personnes vivant avec un handicap sont aussi intéressantes et aussi formées que d'autres. Et je voudrais maintenant me tourner vers le docteur Doubé et vous demander quelles sont les barrières, les obstacles liés à la SDSR et bien sûr au planning familial. Merci beaucoup. J'ai le plaisir d'être ici avec vous, avec mes collègues aussi, pour en fait parler de cette question qui est vraiment complexe. Et je veux commencer avec une question qui est en train d'empêcher l'accès. Je reviens de Pakistan. Il y avait une femme qui a dit qu'elle est sortie de sa maison en cachette parce qu'elle n'a pas la permission. Et elle voulait faire une injection pour que personne ne sache le genre de méthode de contraception qu'elle utilise. Elle m'a dit que, à travers l'interprétation, certainement, elle m'a dit, vous avez dit, on fait cela tout le temps, on s'est dit, on est juste en train de sortir. Mais on n'a jamais la permission d'utiliser la contraception. En fait, ça parle des questions et des obstacles sociaux. Et c'est quelque chose qui est facile pour nous. C'est la question des femmes qui disent oui, nous le voulons. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est la crainte qui existe dans la société. Qu'une femme qui est bien autonome, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que si nous leur donnons accès, si nous permettons la planification familiale, qu'est-ce qui va se passer? C'est la crainte de l'insulte. Donc, c'est de ça que nous parlons quand nous parlons des barrières sociales. Nous le voyons un peu partout et je pense que les politiques sociales qui disent que les adolescents ne doivent pas avoir accès à la planification familiale. Et où certains jeunes vont dire, nous ne savons pas ce que les imams sont en train de dire. Nous sommes en train d'avoir des rapports sexuels. Et donc, ils ont besoin de la planification familiale, mais c'est devenu un sujet tabou. Donc je pense que le plus grand problème pour nous, et nous sommes même en 2023, nous sommes en train de parler d'utiliser les femmes, comme si nous ouvrons des robinets et nous fermons des robinets. Quand nous voulons des politiques dans certains endroits, dans certains pays aujourd'hui, ils parlent de contrôle toujours. Nous allons fermer le robinet. Écoute, les femmes ne sont pas des outils ou des robinets qu'on ouvre et qu'on ferme. Je pense qu'une fois qu'on arrive à comprendre cela, oui, il faut l'applaudir. C'était vraiment intéressant. Ensuite, il y a en fait le leadership. Il faut en fait comprendre que le sexe doit faire plaisir, c'est OK. Et nous savons que les gens sont en train de le faire. Alors pourquoi ne pas le rendre sûr? Pourquoi ne pas proposer des méthodes? Nous voulons avancer. Et vous avez raison. Nous sommes en train d'éviter
comment faire la conception des dispositifs ou bien des systèmes communautaires de santé qui le faciliteraient pour des femmes pour avoir accès à la contraception. Et donc, nos centres de santé primaires qui sont intégrés dans leur approche, qui considèrent le financement va nous aider à faire ce long chemin. Le programme sur le VIH, ils l'ont fait. Il n'y a pas de préservatifs pour la planification familiale et le VIH. Il y a juste des préservatifs. Et donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je vais avoir tombé enceinte ou demain, je ne veux plus tomber enceinte. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, je pense qu'il faut travailler ensemble. Et si nous ne travaillons pas ensemble, ça va renforcer en fait la fragilité qui existe dans les systèmes. Travaillons ensemble. Et pour nous, cette façon de réfléchir commence avec nous. Excellent. Les femmes ne sont pas des outils à ouvrir et fermer. Et c'était vraiment intéressant d'entendre quelque chose, parce que même s'il y a certaines nuances, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie, mais en fait, c'est très important parce que certaines recherches que nous avons menées en Afrique de l'Ouest, au Bénin et même aux États-Unis, les choses sont les mêmes. Dans certaines parties du monde, il y a des obstacles sociaux. Dans des autres endroits, c'est la discrimination ou bien des obstacles financiers. Et donc, ça, c'est très intéressant. Maintenant, Madame OK, avant la session, on a discuté, on a bien échangé. Et donc, je veux vous entendre. Et aussi, je veux que la salle entende votre point de vue quand il s'agit de l'accès, les obstacles et aussi les solutions. Bien. Vous voyez, quand on parle de personnes qui viennent de certaines histoires où en fait l'accès est une question politique, voilà, le narratif est différent. Je viens d'un endroit où les questions de jeunes femmes, des femmes adolescentes et des femmes venant de certaines communautés rurales, où ces conversations sont vues comme ou entendues à la télé, ou quand un leader politique est assez bénévole pour vous donner en fait accès. Donc quand nous parlons de l'accès, nous demandons où existent ces dispositifs, qui je vais voir, et par exemple, si je rentre dans la salle, si je suis quelqu'un de la communauté LGBTQ, ou bien je suis une femme qui vit avec un handicap, ou bien je cherche des services reproductifs que personne ne va questionner, ou personne ne rentrera à la maison pour dire à mon partenaire ou mes parents que voici ce qui se passe. Donc, si nous voulons voir ces questions, est-ce que nous pouvons leur cadrer qu'ils n'entrent jamais dans cette salle? Est-ce que nous pouvons penser à ces personnes qui sont dans les écoles? Quand nous parlons de ça pour les enfants, le droit à l'information, c'est dans les écoles, de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Qui donne cette information? Quand le programme a déjà enlevé tout ce qu'il y a à faire en ce qui concerne la sexualité dans le programme scolaire. Ça veut dire que notre engagement doit essayer de voir un système de redevabilité sociale où nous engageons avec la communauté. Donc, quand vous êtes un gouvernement qui est en train il y a aussi la religion ou les politiques sur les informations sur SDRC n'existe plus, mais vous allez entendre des informations qui est répressées par des leaders politiques. Cela veut dire que les politiques sont au-delà du droit. Et donc, nous sommes maintenant à un point où on doit se demander comment est-ce que nous sommes en train de nous assurer qu'il y a des espaces. Comment nous nous assurons que les outils de redevabilité sociaux sont bien fonctionnels et que nous avons des engagements intersectionnels pour des personnes dans les différents espaces et des identités et que nous ne craignons pas de prendre la parole pour ne pas être emprisonnés, parce que les lois qu'ils sont en train de promulguer sont en train de faire peur à ces personnes. Donc j'espère qu'ici, quand vous parlez dans cette conférence, vous serez en sécurité et ne pas être emprisonné une fois que vous rentrez chez vous. Donc essayons de voir le cadre juridique. Essayons de voir le cadre social. Et pour moi, je veux revendiquer nos personnes féministes en Afrique et les espaces pour les féministes. Ou, par exemple, ma grand-mère, elle pouvait parler, ou elle pourrait s'asseoir avec moi et me parler de mon corps sans crainte.
Et sans honte à voir les gens qui sont en train de parler avec nous. Donc ce n'est pas un cadre théorique, mais en fait un cadre qui existe dans notre espace culturel et notre pouvoir en tant que féministe, en écoutant nos histoires et en parlant de nos corps sans honte, et parler de façon libre, sans avoir des lois qui sont en train de toucher notre liberté. Alors, c'est vrai, essayons d'enlever le scandale de la conversation. Maintenant, nous voulons parler de certaines barrières que nous avons déjà identifiées. Oui, nous avons identifié les barrières, des écarts, des solutions, mais nous avons besoin des ressources pour faire de cela une réalité. Mais comme mentionné, des écarts financiers qui existent. Pour moi, je pense que c'est l'occasion pour donner la parole à Dr Zomele. Mais en tant que membre du panel, mais aussi expert en santé publique, est-ce que vous pouvez nous partager avec nous quelques mécanismes qui existent pour assurer l'accès aux SDSR pour tous? Merci beaucoup, collègues. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici à ce panel de haut niveau avec la présence de beaucoup de panélistes de haut niveau. Avant de parler de l'aspect financier, vous savez, mon pays est en train d'enregistrer beaucoup de réussite en ce qui concerne les femmes, les filles et les adolescentes. Et maintenant, récemment, depuis 20 ans, il y a eu des analyses qui ont déjà été conduites par les agences onusiennes pour réduire la mortalité maternelle. Oui, mais nous savons que la mortalité infantile existe toujours, mais c'est pour SDSR. Et donc, nous avons un bon paysage en ce qui concerne la constitution, les politiques et la transformation sanitaire et les investissements pour le système de santé. Et donc, le succès ne sera pas sans défi. Femme présidente, Madame la Présidente, elle a vraiment parlé de comment on était en train de faire face à ces défis en ce qui concerne le changement climatique, mais aussi dans l'endroit de conflit et aussi dans le contexte de la pandémie. Nous avons essayé d'absorber ces chocs et d'amortisser les problèmes. Et en fait, ça fait partie des activités que nous menons. Avec ceci, certainement, il y aura un impact financier parce que beaucoup de personnes demandaient beaucoup de ressources et notre système de santé a vraiment été en fait un peu grévé par en fait la situation. Et donc, pour le fait, le gouvernement est en train de travailler. Il est en train de coordonner aussi tous les acteurs dans l'écosystème. Nous faisons la coordination des bailleurs de fonds avec des organisations et les membres de l'académie. Et donc, notre plus récent avancement, c'est le financement, par exemple, pour la SDSR n'était pas à la hauteur de nos attentes. Mais depuis 3 à 4 ans, mon gouvernement s'engage à faire avancer le financement trésorier. Et nous avons aussi les fonds mutualisés. Beaucoup de personnes sont en train de contribuer. Et donc, nous avons le canal 1, le canal 2. Et ça fait partie des gros engagements. L'augmentation du parc de la trésorerie, c'est vraiment exemplaire. Et donc, je dirais que nous avons déjà même signé un accord avec UNFPA, en fait, qui est un mécanisme de cofinancement pour assurer l'approvisionnement pour les trucs pour la planification familiale. Nous avons déjà signé un accord pour cofinancer avec les bailleurs et aussi avec le gouvernement.
Et permettez-moi de m'arrêter ici un peu pour exprimer ma gratitude aux bailleurs qui l'ont signé, y compris la Fondation Bill et Melinda Gates. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose à partager. Je vais reprendre la parole, il y a encore autre chose à dire. Oui, certainement. Nous sommes contents de voir le monde et ce que votre pays est en train de faire. Et oui, président Sahle-Work, elle était ici hier et elle a réitéré son engagement à l'égalité des gens et la santé des femmes, et aussi avec le président Macky Sall et Kagame. Et en fait, ça, c'est une question clé quand nous parlons du financement et l'investissement dans la santé des femmes. Je voulais passer la parole à M. Kevin Ali. Votre organisation fait partie des institutions lead pour la santé des femmes. Alors, dites-nous, comment est-ce que nous pouvons trouver des façons novatrices pour financer ces questions qui sont vraiment essentielles? Merci beaucoup. Et j'ai vraiment aidé le Il pour elle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Parce qu'en fait, ça montre que c'est un esprit d'équipe. Ce ne peut pas juste être les femmes qui sont en train d'accompagner les causes de la femme. Il faut que tout le monde soutienne cette cause. Et en fait, la question de trouver comment investir dans la santé des femmes, c'est quelque chose que nous, en tant qu'entreprise, et vu mes interactions avec le gouvernement du monde, chose que nous trouvons en commun avec les autres gouvernements et même les pays en voie de développement et les pays développés. Presque chaque gouvernement a quelque chose pour la santé des femmes. Le problème, quand même, se pose au niveau d'investissement, surtout quand la pandémie a créé tellement de pression en ce qui concerne le budget dans le monde. Et donc, je pense qu'il s'agit ici du financement durable. Le financement durable, c'est quelque chose qui existe depuis des années. C'est multifactoriel, c'est-à-dire ça se concentre sur l'économie verte. Mais maintenant, il y a des milliards et des milliards de dollars. Et donc, l'objectif du financement durable, c'est d'investir dans quelque chose qui aura un impact sur la société. Et quand nous parlons de la santé des femmes, ça c'est clair. Regardons certaines choses, par exemple, quand nous parlons de la SDSR, les grossesses précoces. Ça veut dire que la moitié des en fait, ces grossesses peuvent avoir un impact sur la femme, sa carrière, parce qu'elle doit se concentrer maintenant sur sa famille. Alors, les grossesses non désirées, qu'est-ce que nous devons faire afin de permettre à beaucoup plus de filles de continuer leur carrière, leur éducation, entre autres? Les gouvernements le comprennent, mais il faut avoir le financement. Et donc, c'est ici maintenant que rentre en jeu le financement durable. C'est ici qu'il faut investir dans cet espace. En fait, c'est le lien entre le gouvernement, les ONG, les investisseurs, la banque, le secteur privé, les industries qui viennent ensemble pour résoudre ces problèmes, par exemple, les grossesses non désirées. Il y a des milliards de dollars. Maintenant, nous essayons de créer une dynamique pour investir dans les questions liées à la santé des femmes. Nous, Women's Health, avec CAUF, nous venons, qui est la banque latino-américaine pour le développement, pour travailler avec les pays pour voir ce que nous pouvons faire pour accompagner l'instruction, l'accès et les choses comme par exemple la contraception libre et les choses qui vont aider à réduire le fardeau des grossesses non désirées. Parce qu'une chose est sûre, une femme qui est en santé veut dire que la société et l'économie sera en bonne santé. Il faut voir ces choses de point de vue financier. Une société qui est en bonne santé, surtout quand les femmes sont en bonne santé, en fait, ça a un impact sur la croissance du PIB en général. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages que nous pouvons tirer, mais il faut dédier beaucoup plus de financement pour les gouvernements qui ont des projets spécifiques, des projets spécifiques et tangibles, réels, visibles, mesurables.
et il faut adapter la façon dont nous essayons de trouver beaucoup plus de financement afin de pouvoir faire beaucoup plus de choses que nous pouvons mesurer et qui amélioreraient la situation des femmes. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que je pense que nous avons besoin d'accélérer la mobilisation de ressources et le financement. Et vous l'avez bien dit, nous avons l'économie verte, l'économie bleue, mais peut-être il est maintenant le temps de créer l'économie rose pour la santé des femmes. Ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de prendre en compte en tant que société. Donc, merci beaucoup pour ces engagements et j'aimerais entendre de vous comment nous pouvons mobiliser vraiment ces ressources. Maintenant, j'ai posé la question aux autres intervenants et j'aimerais entendre les panélistes aussi sur comment nous pouvons renforcer le plaidoyer pour le SDSR et l'égalité des genres. Et si quelqu'un a déjà répondu à la question, vous pouvez nous donner quelques exemples spécifiques ou des histoires de réussite. Je vais commencer avec Dr. Dubé. Vous savez, quand vous parlez de droits, tout d'abord, je pense que c'est le besoin de s'engager à tenir responsables les uns et les autres et comprendre que les droits ne sont pas divisibles. Nous ne pouvons pas le diviser juste parce que nous voulons protéger le pouvoir ou préserver notre position où nous ne pouvons pas créer une situation polémique. Et donc, vu que nous sommes dans cette situation concernant le droit à travers le monde, il faut être courageuse et il ne faut pas se retirer. Je pense que nous avons même besoin d'agir davantage quand il s'agit des droits. Quand ils commencent avec les droits LGBTQ, nous allons dire oui, c'est eux, ils sont en train de travailler sur le truc, ça ne va pas me toucher. Quand il s'agit de l'avortement, on se dit oui, il faut qu'ils s'organisent mieux. Ça ne me concerne pas. Mais, vous le savez, il vient pour vous. Ce serait votre tour. Et ils vont nous mettre dans une boîte. Et quand nous sommes dans une boîte, vous ne pouvez pas beaucoup revendiquer. Il n'y a pas de révolution. Et donc, la révolution que nous voulons voir dans la santé des femmes n'aura pas lieu quand nous ne pouvons pas revendiquer nos droits. Et donc, je pense que c'est ça le message clé pour moi. Ce que nous voyons en Ouganda, au Malawi, au Ghana, un peu partout dans le monde, même aux États-Unis, nous sommes en train de voir ces questions de droits qui sont retirées. Mais où les droits d'expression, nous avons déjà vu les femmes qui développent l'économie. Donc, c'est pour cela que pour moi, il est très important d'agir davantage. Maintenant, j'aimerais dire aussi, il n'y a pas de droit sans accès. Nous ne pouvons pas parler de droit sans accès. Et donc, il faut essayer de prendre en compte, dans certains cas, nous ne prenons pas en compte l'accès aux produits, l'accès aux voies, l'accès aux services, mais des services de qualité. Nous allons voir des résultats dans la réduction de la mortalité maternelle. Mais qu'est-ce que nous avons mentionné? Vous allez voir, les Pays-Bas en train d'augmenter. Maintenant, nous sommes en train d'empêcher la croissance du PIB parce que les femmes ne sont pas autonomisées. Et donc, les droits pour tous, partout, c'est très important parce que nous avons besoin de l'accès. Ça n'a rien à voir avec la population, mais il faut que ça se passe sans préjugés et sans menaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Catalina. Merci beaucoup et je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Mais comment est-ce que nous allons approcher en fait cet espace pour le droit de l'homme dans la société qui a été créée par les autres? Certaines choses existent, mais maintenant il est à nous de créer un espace pour tous. Nous avons vraiment besoin de faire la sensibilisation aux personnes qui sont marginalisées. Nous n'allons rien réaliser si beaucoup de personnes ne participent pas. Et donc, nous avons besoin d'assurer l'accessibilité, ceux qui ont besoin de l'accès à la participation.
Donc, nous avons besoin d'être génériques. Mais je voulais aussi toucher sur deux autres points. La première chose, c'est que nous n'allons pas avancer sans la solidarité et sans l'apprentissage. Nous sommes prêts à engager et à apprendre du mouvement féministe. Notre narratif peut nous aider à ouvrir beaucoup de portes, les portes qui sont maintenant fermées aux crises liées au climat. Donc nous sommes confrontés à cette crise et nous n'allons pas avancer si nous ne le faisons pas ensemble. Nous devons trouver des façons de travailler ensemble, définir des narratifs pour pouvoir avancer. Et la dernière chose, c'est le financement durable. Je voulais juste vous donner un exemple. En 2019, juste un milliard de dollars avait été dédié aux gens et aux droits. De ces 1 milliard de dollars, juste 6,5 millions avaient été dédiés aux femmes et filles vivant avec un handicap. Mais ce n'est pas comme ça que nous voulons avancer. Il faut être intentionnel dans notre sensibilisation. Il faut travailler ensemble pour nous assurer que nous sommes en train de faire la transformation de la société. Mais sans ces personnes, sans l'inclusivité, sans les femmes, nous n'allons pas avancer. Donc cela veut dire qu'il faut faire des changements de façon intentionnelle en ce qui concerne le financement. La solidarité, l'intentionnalité et l'investissement intelligent. Alors, madame, moi, je dirais il faut le faire avec moi, à travers moi, mais pas pour moi. Un problème dans notre système, c'est qu'il y a souvent quelques méthodes déjà prédéfinies. Nous voulons que le système décide que c'est à moi de tirer ce que je veux. Par exemple, nous sommes en train de regarder le SDSR des personnes transsexuelles, mais quelles sont les choses et les produits qu'ils ont dans ces communautés rurales, dans ces dispositifs qui est censé être libre et accessible. Et donc, quand nous regardons ces questions de droit, la façon dont ces communautés touchent les communautés, c'est très important. Et comment financer ces choses pour toucher les communautés quand ils veulent et où ils veulent, ça a aussi quelque chose qui est très important. Parce que là, maintenant, par exemple, nous sommes en train de dire il y a une entreprise qui s'appelle Zipline qui peut vous envoyer des choses où vous êtes. Alors pourquoi, quand il s'agit de moi, mes produits, dans mon île où je suis, on me dit qu'il n'est pas disponible dans les pharmacies parce qu'il faut le prendre du Kenya ou au Nairobi. Et donc, quand vous regardez les centres de santé publics, ils doivent assurer que ces produits sont disponibles au niveau de base. Alors, quand nous faisons la conception de tout cela, c'est mon droit dans ma constitution. Et nous ne pouvons pas le sectionnaliser. Ça, c'est le genre de droit que nous aurons. Et pour vous, vu que vous avez ce genre d'espace, il faut patienter. Et c'est aussi mon droit, parce que dans l'espace où nous travaillons, combien de professionnels de santé peuvent nous assurer que oui, nous pouvons aller à l'hôpital si, par exemple, il fait nuit et je suis enceinte. Et donc, ceci doit, par exemple, avoir une salle pour faire de la chirurgie. Donc, voici quelque chose que nous avons besoin de voir, que quand nous faisons la conception du système de santé, est-ce que ces choses sont là, pas juste sur le papier, où nous allons juste discuter, mais pour moi, la prestation de services, c'est un droit. Oui, ça c'est très bien. Et nous parlons des barrières, des écarts, nous parlons du financement. Nous disons comment est-ce que nous pouvons faire la stratégie. Maintenant, parlons de la collaboration, parce que ça, c'est une question de droit de l'humanité. Ce n'est pas juste une question de femmes, mais c'est pour tout le monde. Alors, comment est-ce que nous pouvons assurer la collaboration transversale? Il y a le pouvoir dans le partenariat et la collaboration. Alors, comment est-ce que nous pouvons collaborer pour, en fait, amener notre expérience du secteur privé? S'il vous plaît, il faut nous dire. Bon, dire que nous tous ici, nous jouons notre rôle dans
pour l'avancement de la santé des femmes. Mais en fait, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut essayer tout d'abord de se demander comment est-ce que nous pouvons apporter beaucoup plus d'innovation dans ce secteur. Si je vous parle de quelques exemples, il y a environ une décennie, le développement du vaccin a été développé. Donc maintenant, le cancer du col de l'utérus est maintenant en voie de l'élimination selon l'OMS à cause de ces vaccins. Par exemple aussi le cancer du sein. Le cancer du sein en Angleterre il y a 30 ans. Dans ces 30 ans, ils ont pu réduire le nombre de mortalités par environ un tiers ou 2 tiers. Je dirais par exemple l'hépatite C. L'hépatite C, c'est quelque chose qui coûtait vraiment cher pendant 1 an de thérapie. Et il y avait un taux de réussite de 50%. Maintenant, nous pouvons le faire en 6 semaines avec une possibilité de réussite de 90%. Et donc, il faut essayer de voir la collaboration et les partenariats. La question aussi, c'est comment résoudre le problème, par exemple, de l'hémorragie post-grossesse, l'endométriose. Ce sont des choses que nous avons besoin de voir et c'est pour cela que nous avons créé Organon. Organon, c'est l'entreprise que je dirige. Nous avons créé Organon parce qu'il n'y a pas assez d'investissement. Juste 4% de tout l'investissement dans la recherche et le développement a été dépensé l'année passée et sur les questions liées aux santé des femmes. Puis on s'est dit qu'il est le moment pour une entreprise de venir investir dans les questions de la femme. Parce que l'innovation en elle-même ne suffit pas. Un gouvernement, une entreprise, un groupe ne peut pas résoudre ce problème. Il faut une communauté. Et ces voix doivent être portées avec beaucoup de positivité. Nous avons parlé du fait que ces questions continues existent depuis les questions de droits de femmes existent depuis des siècles. Et donc, nous voulons rassembler ces femmes. Les gouvernements commencent maintenant à écouter. Quand je vais au gouvernement, comme je l'ai dit tantôt, les gouvernements ont souvent quelque chose. Le financement existe, nous avons besoin de faire plus et la recherche et le développement a besoin d'être intégrés. C'est comme ça que nous allons résoudre certains problèmes. Il faut avoir beaucoup de projets. Nous aussi, nous avons beaucoup de projets qui vont contribuer à la résolution de certains problèmes. Et je suis vraiment content du partenariat de Organon. Nous avons un partenariat avec Dr Saïdi, avec la Fondation Melinda Gates, avec l'UNFPA. Nous avons en fait beaucoup de partenariats stratégiques qui visent à améliorer la santé des femmes, surtout dans 113 pays. Et donc, c'est ce que nous voulons faire. Mais c'est juste une partie de tout le problème, dans le sens où l'innovation en elle-même ne suffit pas. Il faut assurer l'accès, il faut assurer l'éducation, parce que les vaccins HPV existent depuis une décennie. Mais c'est juste maintenant que, en fait, c'est un peu répandu dans le monde. Et c'est maintenant que l'OMS est en train de faire ces déclarations. Donc, ce que je suis en train de dire, je vois un avenir, je prie pour un avenir où nous n'avons pas juste 50% de grossesse non désirée. Non, qu'une femme, quand elle décide de commencer une famille, c'est sa décision. Et si elle décide de continuer sa carrière, c'est à elle de le décider. Nous n'avons pas une situation où, par exemple, 2% de femmes qui souffrent de ces problèmes de l'endométriose. Nous avons des médicaments, des innovations qui pourront régler leur cas. Nous n'avons plus de problèmes, par exemple, comme prééclampsia. J'ai été touché, par exemple, avec Tori Boe, qui est championne des États-Unis qui vient de perdre sa vie à cause de la grossesse et l'accouchement parce qu'il n'y avait pas de procédure pour son cas. Et donc, à travers ces partenariats, à travers le financement et à travers beaucoup plus d'entreprises, pas juste Organon, à travers ce financement, nous serons en mesure de faire beaucoup plus de changements. Alors, merci beaucoup. Comme vous avez dit, la recherche et le développement, c'est ça qu'il faut faire. Je vais rapidement écouter Saïdi, juste pour suivre ce qu'elle avait dit, parce que c'était formidable et je suis d'accord. Le partenariat, la recherche, le développement, c'est très important.
Et c'est en fait la démarche à suivre si nous voulons effectuer assez de changements. Mais je veux parler d'un partenariat qui est très important, c'est-à-dire le partenariat entre pays pour faire avancer leurs priorités. Par exemple, le partenariat de l'Afrique de l'Ouest qui a vraiment changé beaucoup de choses en ce qui concerne comment il facilite l'accès pour les femmes. Par exemple, il y a aussi le partenariat FP 2030 que le docteur représente. Mais il y a d'autres types de partenariats, c'est-à-dire le partenariat de financement. Les bailleurs qui viennent ensemble pour dire, écoute, nous voulons faire cette chose. Donc, essayons de voir comment le faire. Donc, par exemple, nous travaillons avec le financement pour le fonds d'investissement pour les enfants. Et donc, nous avons facilité l'injection sous-cutanée pour les enfants de façon générique afin d'assurer que même beaucoup plus de produits sont disponibles. Et donc, beaucoup de partenariats sont disponibles, des partenariats entre États, partenariats publics-privés, les partenariats entre bailleurs sont nécessaires pour faire avancer la question de santé des femmes. Et j'aime la façon dont vous l'avez dit parce que nous voulons avoir le partenariat de façon technique, stratégique, et il faut le faire de façon créative. Et vous avez mentionné quelques partenariats clés, FP 2030, et vous êtes en train de faire beaucoup de choses en Afrique. Dr Zaralem, je reviens vers vous. Docteur, elle a un autre engagement et donc nous l'apprécions pour sa participation. Docteur Zelalen, le représentant du gouvernement et expert technique. Le partenariat, la collaboration, coalition, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Merci beaucoup. Je suis... il ne sera pas possible, beaucoup de choses ne seront pas possibles s'il n'y a pas de partenariat. Même cet événement ne sera pas possible s'il n'y avait pas de partenariat. Donc, en fait, il s'agit du leadership du gouvernement, quelle que soit la situation. Il faut être en mesure de faire la coordination efficace. Il faut être efficace, il faut augmenter notre efficacité et il faut s'assurer que les gouvernements sont en fait en train de diriger ces processus. Ça, c'est une chose. Nous avons le partenariat avec l'écosystème des bailleurs et nous avons aussi une connexion très importante avec le système de l'ONU quand il s'agit de la SDSR, la santé des femmes. Je suis aussi content de voir ma sœur, Dr Dubé. Nous avons aussi essayé de revoir certaines choses. En Éthiopie, nous avons signé la FP 2030, qui est un engagement de haut niveau. Donc, nous allons juste continuer à collaborer, pas seulement avec le siège, mais aussi avec les bureaux régionaux de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Nous allons continuer notre plaidoyer et impliquer les différentes parties prenantes parce que cette collaboration est très importante. Et donc, pour moi, je dirais qu'il faut continuer. Nous allons continuer d'assurer que nos politiques et les stratégies sont bien mises en œuvre et ceci profite nos populations, surtout dans les domaines qui sont très importants, la femme, la jeunesse et les adolescents. Nous allons aussi continuer à assurer l'efficacité de notre coordination. Il faut nous aussi assurer que les services existent, services de qualité, ça peut être des trucs de développement ou humanitaire, mais il faut être sûr que nous relions les 3 points, la paix, l'humanité et le développement. C'est très important. Et il s'agit du développement, l'agenda pour le développement et la prospérité pour mon pays. Continuons le dialogue, continuons les échanges sur les femmes, les jeunes et les filles. Merci beaucoup, ma sœur. Perfect. This was a good way to close this panel, which was quite exciting. We talked about working together, technical, financial, strategic. Merci pour cette brillante intervention. Nous avons parlé de partenariat, de mobilisation des communautés, de leur implication. Nous avons parlé de droits, de la redéfinition des droits
Et ce débat continuera après la plénière. Prochainement, nous espérons disposer d'instruments pour mettre fin aux défis rencontrés par les femmes et les filles, surtout en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et reproductifs. Merci, chers invités. Merci pour vos brillants commentaires. Thank you so much, distinguished speaker. Merci infiniment, chers invités. C'est un honneur pour nous de vous avoir ici. Nous n'avons pas encore terminé cette plénière. Nous venons de terminer la première table ronde. Nous allons passer un communiqué qui sera lu par notre invité du jour. J'espère vous transmettre le même enthousiasme. En attendant que la scène soit prête, j'aimerais que vous fassiez du bruit dans la salle. Faites du bruit, s'il vous plaît. Levez les mains. Faisons une petite hola. Levez vos mains. Levez vos bras. Et suivez ma main. Suivez ma main. Est-ce que vous pouvez lever vos bras? Merci de vous être prêté au jeu. Bien. So as you know, Canada is a champion for SIHR and bodily autonomy. Canada is also a champion for gender equality. Le Canada est l'un des pays où l'autonomie corporelle et la SDSR sont très avancées. Le Premier ministre Justin Trudeau l'a déclaré. Le Canada est un modèle de leadership en matière d'égalité de genre. À présent, nous allons écouter un mot d'un des représentants du gouvernement du Canada. C'est avec un immense plaisir, et je crois que c'est un honneur également pour moi, d'inviter le ministre du Développement international du gouvernement du Canada, il a occupé auparavant le poste de ministre de la Défense. Viviane Oquet, de Plan International, prendra la parole. Veuillons accueillir nos deux prochains invités. Monsieur le ministre Arjit Sadan. Bienvenue, monsieur le ministre. Good afternoon, everyone. Bonsoir tout le monde. I just want to say what a great privilege it is for me to be C'est un honneur et un privilège d'être dans une salle comme la vôtre. I'm also learning lots. J'apprends beaucoup des échanges qui se tiennent dans les différentes salles de cette conférence. Access to comprehensive SRHR is absolutely L'accès aux services de SCSR n'est pas un luxe. Cet accès est nécessaire pour l'éducation des jeunes. C'est un droit humain comme les autres. Si nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés, nous devons intégrer ces questions. Nous voulons voir des actions concrètes. J'ai eu l'opportunité de discuter avec des jeunes personnes qui ont parlé des actions positives qu'ils mènent et de l'impact de ces actions dans leur vie. Ces personnes sont jeunes et essaient de trouver leur voie. Au Liban, je me suis entretenu avec de jeunes personnes qui cherchent leur voie. Et pour moi, je pense qu'il est temps de surmonter les défis que nous rencontrons, surtout en ce qui concerne la SDSR. Nous devons encourager le respect de l'autonomie corporelle des femmes, offrir un accès sûr à l'avortion, à l'avortement autant pour moi, à proposer des services de qualité. Il est temps pour nous
de soutenir de façon indéfectible ces causes. Il y a près de 5 ans, notre Premier ministre s'est engagé à allouer 1,4 milliard de dollars canadiens en faveur des activités liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Nous dépensons chaque année près de 700 millions de dollars en faveur de la SDSR. Aujourd'hui, nous allons investir 200 millions de dollars supplémentaires destinés à notre initiative She Source. Merci. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, 50% de nos engagements en faveur de la SDSR seront destinés aux collectivités et à des domaines comme le planning familial, l'éducation sexuelle complète, les soins destinés à l'avortement et la lutte contre les violences basées sur le genre. L'initiative She Source se concentrera sur 3 domaines: faire progresser les services de SDSR, surtout dans les groupes les plus vulnérables. Deuxièmement, protéger la SDSR dans des contextes vulnérables. Troisièmement, défendre la SDSR sur toutes les plateformes, tout comme je le fais maintenant. C'est une priorité et aucune femme ne devrait être obligée de mener à terme une grossesse non désirée. L'accès à l'avortement libre et sûr permet aux femmes de déterminer leur propre avenir. Nous sommes parfaitement clairs. Toutes les femmes ont droit à des services d'avortement sûrs. Toutes les femmes ont le droit d'avoir accès à des services de maternité de qualité, ont le droit d'être formées sur des questions d'éducation sexuelle. Nous pouvons atteindre ces objectifs car c'est la chose à faire pour les femmes et nos communautés. Je profite de cette occasion pour préciser que, comme vous le constatez, je ne suis plus très jeune et c'est le moment de préparer les futures générations. Je me suis entretenue avec Viviane Oquet, jeune interne. Elle n'a que 22 ans, mais elle s'engage tous les jours à défendre les droits des femmes. Elle a créé une application mobile pour aider les femmes à détecter très tôt les cas de cancer. Et dans un avenir proche, elle souhaite créer sa propre association médicale. Elle s'est approchée de moi, elle m'a demandé si elle pouvait me poser une question. Elle m'a demandé pourquoi est-ce que je soutenais l'égalité entre les genres. C'est une question qu'on ne me pose pas souvent. C'est très difficile de rencontrer des gens dans la rue qui disent « je défends telle ou telle cause ». J'étais un peu choquée par cette question et je lui ai dit « j'ai été élevée par des féministes et je suis convaincue que c'est une cause noble. Et pour faire progresser notre travail, nous avons besoin d'adopter une approche féministe. Nous devons défendre l'égalité de genre. » Sur ce, permettez-moi de passer la parole à mon amie Viviane. Good afternoon, everyone. Bonsoir à tous et à toutes. I will start by sharing a personal story. J'aimerais commencer par partager avec vous une histoire personnelle. Lors d'une de mes gardes à l'hôpital, nous nous sommes occupés de Grace, une béninoise de 20 ans. Elle se plaignait de maux de ventre.
Elle ne voulait pas qu'on la touche. Elle nous a dit qu'elle avait juste un mal gastrique. Rien d'étonnant. Mais ces paramètres racontaient une autre histoire. Sa pression artérielle n'arrêtait pas de baisser. Et nous avions le sentiment qu'elle saignait. Je l'ai pris à part et je lui ai demandé si elle avait elle-même pratiqué un avortement. Elle m'a répondu que c'était effectivement le cas et qu'elle avait peur d'avoir pris des médicaments susceptibles de la mettre en danger. Nous avons aidé grâce à Guerrière. L'histoire de Grace est similaire à celle de 25 millions de femmes dans le monde qui pratiquent elles-mêmes l'avortement. Aucune femme ne mérite de mourir parce qu'elle souhaite disposer de son corps comme elle l'entend. L'avortement sûr est un soin, est un droit humain. C'est la raison pour laquelle nous défendons cette cause. Nous travaillons avec Plan International, Affaires mondiales Canada, qui nous aide. Merci. Isn't this inspiring? Isn't this inspiring? J'espère que ces messages vous ont inspiré comme ils m'ont inspiré. Merci, Monsieur le ministre du Canada. Le Canada est toujours à la hauteur et nous sommes contents de trouver en eux un partenaire inspirant. Nous allons maintenant accueillir une leader, une béninoise, qui, par ses activités, essaie de détruire ces barrières qui empêchent les femmes d'avoir accès à des services de qualité. Nous allons passer à une partie très importante. Et pour l'introduire, j'aimerais vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune, je fréquentais une amie qui s'était fait avorter. Elle n'avait aucun problème financier. Elle venait d'un milieu plus ou moins aisé. Mais elle s'est fait avorter et elle en est morte. Son histoire m'a beaucoup touchée et ça ne s'arrête pas là. Je pense que nous sommes également touchés par ces personnes par ces jeunes femmes qui chaque année décèdent de ces avortements. Permettez-moi d'accueillir nos invités de la prochaine table ronde. S'il vous plaît, veuillez applaudir les membres de notre prochaine table ronde. Le Dr Angela Cole, Madame Cristina González, le Dr Vélez, Madame Rusha Sali. Soyez les bienvenus, mesdames. Comment allez-vous, mesdames? Est-ce que vous ressentez l'énergie de cette pièce? Est-ce que vous ressentez l'énergie de cette salle? Comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est une discussion très importante que nous allons avoir sur le droit à l'avortement. Nous sommes entourés d'expertes en matière de planning familial. Le docteur
Cristina González est chercheur, ancien membre du gouvernement en charge de la santé. Madame Nelson Otop, présidente et PDG d'une organisation en faveur de la santé pour les femmes. La manière dont nous avons évolué aujourd'hui, nous la devons aux activités de leaders comme vous, Madame Otom. J'aimerais présenter Madame Reyusha Chalice à la tête d'une organisation de défense des droits des femmes. Elle s'intéresse aux questions liées à l'égalité de genre, à l'accès aux services de santé comme l'avortement sûr. Bienvenue, Madame Reyusha Chalice. Je vais commencer par vous, Dr Angela Akoy, en tant que directrice d'IPAS Africa. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous défendez le droit à l'avortement, le droit à la santé sexuelle et reproductive? Vous savez, cette année, 35 millions de femmes vont mourir des conséquences de l'avortement non sécurisé. Et voici donc les conséquences. Et ça, c'est dans la même année que nous sommes en train de célébrer 20 ans du protocole de Maputo. Et c'est aussi l'année que nous sommes en train de célébrer 50 ans de l'IPAS. IPAS qui porte sur les défis liés aux droits reproductifs. Et donc, les défis sont beaucoup et la plupart viennent de la politique. Tu as mentionné une politique que nous avons trouvée à travers notre travail et que ça aggrave la situation que nous voyons. La politique étrangère de l'États-Unis à travers la modification Hunt limite les droits à la santé sexuelle et reproductive et à l'avortement sécurisé. C'est parce que la lettre de la modification dit que vous ne pouvez pas l'utiliser, par exemple, pour l'avortement comme une méthode de la planification familiale. Alors, cette ambiguïté est en train de limiter les prestataires. Et ceci limite aussi l'accès dans des endroits aussi où l'avortement est légal. Et donc voici donc une politique qui est un obstacle. L'autre chose, et surtout l'année passée, la Cour suprême des États-Unis a renversé Roe contre Wade. Et nous avons déjà vu ces choses et pour nous, c'est quelque chose qui a vraiment renforcé les mouvements anti-avortement. Et nous avons vu en fait les déclarations en Afrique comme conséquence. Je vais conclure avec le mouvement anti-avortement qui est un grand défi auquel nous sommes confrontés. Le mouvement ou les groupes antiféministes, anti-droits, ils sont ancrés dans le patriarcat et ils limitent nos conversations et nos échanges avec les populations concernant l'avortement. Et faites pas d'erreur, ça ne concerne pas juste l'avortement parce que les droits sont interconnectés. Récemment, le gouvernement d'Ouganda a en fait promulgué une loi très forte contre l'LGBTQ. Donc voici donc les défis que nous devons relever. Autre chose, il faut être très vigilant parce que nous pouvons penser que ces défis viennent des politiciens. Mais nous reconnaissons que la plupart du temps, ces défis sont au sein de nos communautés. Permettez-moi de dire cela. Vous voyez, Women Deliver est un espace à travers lequel nous, les plaidoyeurs et les militants et les acteurs, on se sont toujours sentis libres de partager les stratégies et les connaissances. Mais si nous voyons que Women Deliver est pénétré par des personnes qui sont contre, en fait, le droit et l'avortement, alors nous allons aussi nous limiter. Penser, c'est vraiment un point fort. Et j'entends aussi des défis, j'entends aussi des solutions, des espoirs. Et j'aimerais entendre les mêmes points de vue, mais du point de vue de l'Amérique latine. Et je viens à Dr González. Comment est-ce que vous pouvez vous soutenir le droit à l'avortement dans votre pays et les autres pays latino-américains?
Merci beaucoup. Et je pense que je vais commencer par dire que, en fait, ce mouvement, Causa Justa, c'est-à-dire une cause juste, a commencé en 2020, juste avant la pandémie, mais après 2 ans de travaux internes et plus de 25 ans, après ce groupe féministe, ce groupe a été créé. Et nous sommes venus avec l'idée d'engager le pays de façon vraiment politique pour en criminaliser l'utilisation du code pénal pour en fait limiter l'avortement. Sur comment les différents environnements et les sociétés gèrent l'avortement. Et après 523 jours, la Cour constitutionnelle a décidé sur notre cas et a décriminalisé l'avortement jusqu'à 24 ans de grossesse. Une décision qui nous a mis à l'avant-garde sur les unes des pages des médias dans notre pays. Et je peux dire maintenant certaines choses. Tout d'abord, il faut suivre et faire avancer votre cas. Il faut revendiquer votre cause, même s'il y a moins d'opportunités ou plus d'opportunités. Il faut transformer votre mouvement, votre cause en mouvement, avec l'implication et la participation de divers groupes de femmes, jeunes, les féministes, les militants des droits de l'homme, les membres de l'académie, les médias et les associations des professionnels de santé, et pas juste des groupes du centre. Sans doute, le mouvement Causa Justa est le résultat de l'accumulation du féminisme politique et l'implication de ces organisations avec crédibilité, mais aussi à travers le travail qu'on a fait avec les politiciens, les journalistes et les leaders d'opinion publique. Il faut créer et faire avancer une conversation publique concernant l'avortement sur la base de vos arguments et votre terme. Et finalement, une stratégie, il faut définir une stratégie que, en plus de ces arguments et les actions juridiques au tribunal, qui impliquent aussi le travail sur l'éducation, la mobilisation sociale, sur la base des 3 piliers qui sont la communication politique avec les médias traditionnels et autres, les réseaux sociaux et les projets, entre autres. Et il faut continuer et viser votre objectif jusqu'à la fin, quelle que soit la pression. Il faut créer un mouvement et une dynamique vraiment cohesive. Merci beaucoup. Mobiliser, quels que soient les problèmes et les défis que vous rencontrez. Nicole mentioned some of the conversation in the U.S. context, and this is a question for Mrs. Northup. Doing fantastic work. Et donc, nous sommes en train de lutter pour les droits SDSR. Et donc, comment est-ce qu'aux États-Unis, surtout le droit à l'avortement, comment est-ce que cela peut avoir un impact sur les autres pays quand il s'agit, par exemple, de l'accès à un avortement sécurisé, illégal, mais aussi SDSR? When the Supreme Court case, the Dobbs case, came down, which is the case that reversed Roe versus Alors, vous voyez, la Cour suprême a renversé Roe contre Wade. Vous pouvez voir l'impact que cela a eu dans le monde entier. Et je pense qu'il est très important de savoir que, en fait, la tendance, en fait, on était préoccupé par, il y avait beaucoup de légalisation. En fait, 60 pays ont libéralisé les lois sur l'avortement. Il y a juste 4 pays qui ont reculé. Les États-Unis, El Salvador, Nicaragua et Pologne. Et donc, vous pouvez voir l'impact. Et certainement, le mouvement anti-avortement, ils ont utilisé chaque opportunité pour exploiter cela. Nous l'avons vu au Kenya, nous l'avons vu au Nigeria. Mais nous avons aussi vu des gouvernements qui se sont levés et qui ont dit « Nous sommes en train de condamner la décision de la Cour suprême ». Et je me rappelle en Inde, dans un argument de la Cour suprême, dans l'affaire de mariage
quand le gouvernement, en ce qui concerne le mariage homosexuel, a essayé de dire qu'il ne faut pas le décider en tant que une affaire de droit à la Cour suprême, non, mais il faut que ce soit décidé au Parlement. Et le président de la Cour suprême avait dit, nous avons déjà dit, nous sommes déjà allés au-delà de ce point. Et il faut que nous soyons fiers du fait que nous sommes bien avancés vis-à-vis les pays de l'Ouest, les pays occidentaux. Et donc ça s'applique à nous, ça ne s'applique pas à nous plutôt, et nous allons faire notre chemin. Je pense qu'il est aussi très important de se rappeler qu'aux États-Unis, nous aussi, nous nous sommes levés contre cela. Si vous vous rappelez, la décision de la Cour suprême n'est pas la politique du gouvernement des États-Unis. C'est la politique, en fait, de l'administration de Biden de soutenir l'avortement au niveau interne et aussi dans sa politique étrangère. Ce n'est pas la politique de la plupart des administrations d'État qui protègent le droit à l'avortement. Et ce n'est pas la position de la population américaine. Il y avait en fait un sondage de la société de presse qui a montré que la plupart des Américains sont pour l'accès à l'avortement. Et donc, quand nous sommes en train de parler du cas de Dobbs et nous parlons du recul des États-Unis, il est très important d'être précis que ça, c'était une décision de la Cour. Certains États sont en train de l'utiliser, mais ce n'est pas la politique de l'administration des États-Unis, de beaucoup d'États, et ce n'est pas la position de la population américaine. Et je pense que nous avons déjà vu quelques mobilisations. Déjà, quand on travaillait aux États-Unis, et bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est une décision de la Cour, oui, mais la communauté, la population et le pays, ils ont eux-mêmes leur avis sur cette question. Maintenant, je reviens vers vous, Madame Charlize, concernant votre pays, le Népal. Népal est arrivé à un point où l'avortement sécurisé est illégal. Est-ce que vous pouvez partager avec nous l'expérience de votre pays, quelques stratégies et bonnes pratiques, et vous-même en tant que leader, comment est-ce que vous avez joué un rôle dans ce travail? Bon, en fait, ça, c'était pas le cas du Népal il y a environ 2 décennies. Et l'avortement était criminalisé et Népal a vraiment fait un chemin quand il s'agit de la légalisation de l'avortement sécurisé. Et le gouvernement de Népal a déjà fait beaucoup d'avancements en ce qui concerne l'avortement. Et il y a aussi l'engagement de Népal pour assurer que chaque fille, chaque femme, malgré la diversité, ils ont besoin d'avoir accès à l'avortement sécurisé et d'autres services de santé reproductive. Et donc, c'était une réforme juridique qui s'est passée. C'était vraiment, dans le cas de Népal, un grand jalon. Et nous avons, par exemple, pousser la Cour à légaliser l'avortement sécurisé. Mais en fait, la réforme juridique en elle-même ne pouvait pas vraiment effectuer le changement qu'on voulait au Népal. Il a fallu l'effort collectif des organisations dirigées par les femmes, des organisations de la société civile et les mouvements des femmes. Et donc, c'était ces mouvements, ces acteurs qui ont joué un rôle très important pour faire changer la politique qui limitait l'accès à l'avortement et aussi d'autres services de la santé sexuelle et reproductive. Et donc, il faut engager beaucoup de décideurs politiques, beaucoup de communautés et faire la sensibilisation sur les SDSR et à quel point il est important pour chaque individu d'avoir le contrôle et l'autonomie sur leur corps.
Maintenant, nous sommes une nation où la constitution de Népal reconnaît et respecte les SDSR de chaque femme et la diversité dans sa constitution. Il a aussi des dispositions pour faire la promotion de l'égalité des genres. Et donc, pour accompagner les dispositions juridiques, le Népal a adopté une approche. Il a impliqué SDSR, les services SDSR dans le système de santé au niveau national, qui a facilité l'accès pour les femmes pour avoir un avortement sécurisé ou des services pour accéder à ces services à travers ces installations de santé où des professionnels bien formés sont présents. Alors, ces pratiques sont là pour, en fait, lutter contre les préjugés contre l'avortement. Et donc, il y a des initiatives, ces programmes, et ils visent aussi à réduire l'avortement clandestin surtout qui se passe quand les femmes et les filles n'ont pas accès à ces services. Et pour aussi créer un environnement propice, ce que le gouvernement a fait très récemment, c'est reconnaître les barrières socio-économiques qui peuvent affecter l'accès à l'avortement sécurisé. Il a aussi considéré l'avortement sécurisé dans la plupart des centres de santé publics. Et donc, voici donc beaucoup d'avancements enregistrés par le gouvernement du Népal pour aussi faire des réformes et faire face aux questions liées au SDSR. Mais malgré les avancées enregistrées, nous avons toujours du chemin à faire. Il reste toujours des défis à relever, surtout les jeunes femmes qui n'ont pas accès à ces services à cause des préjugés et des stéréotypes qui existent, et ça crée vraiment beaucoup de barrières pour les jeunes femmes, les filles non mariées, des personnes avec des différentes identités, des personnes vivant avec un handicap. Et donc, nous avons vraiment fait beaucoup de pas en avant, mais nous avons toujours du chemin à faire. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci d'avoir présenté l'état des lieux des SDSR au Népal. Vous avez souligné l'importance des obstacles socio-économiques et des préjugés et des stigmas socio-économiques. Je me tourne vers le docteur Vélez. Comment lutter contre cette stigmatisation socio-culturelle? Imaginez que nous sommes dans un monde où l'État prend en charge ces services. Imaginez aussi un monde où l'État vous force à mener au bout des grossesses non désirées. Nous nous trouvons dans cette réalité. Je crois que nous devrions changer de paradigme et éliminer l'idée que l'avortement est un crime. De cette manière, je pense que nous pourrons lutter contre la stigmatisation des personnes qui demandent à se faire avorter. Nous pouvons, par exemple, offrir ces services dans les systèmes de santé et créer des conditions propices pour mener à bien ces avortements sûrs, lutter contre les référendums ou des attaques juridiques contre ce droit à l'avortement. Nous pouvons également demander la protection politique de ces instruments afin qu'ils ne soient pas attaqués par des politiques qui ne comprennent pas encore l'importance de ce droit. Nous sommes dans une société qui change, qui est en constante évolution. En Colombie, nous avons mené une étude qui démontre que 92% de la population colombienne pense qu'aucune grossesse ne doit être forcée et que le droit des femmes à disposer de leur corps doit être respecté par tout le monde, que
ce soit le gouvernement ou l'Église. Nous souhaitons également décriminaliser l'avortement du point de vue de la population. Depuis plusieurs années, nous avons constaté que les actes anti-avortement sont de plus en plus nombreux, de plus en plus dangereux. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à soutenir les mouvements en faveur du droit à l'avortement, soutenir les actions que ces collectifs mènent. Nous devons les soutenir pour qu'ils puissent être en mesure de surmonter ces actes qui se multiplient. Nous pourrions par exemple conduire des dialogues avec plusieurs parties prenantes, des parties prenantes diverses, et mieux expliquer la notion de droit à l'avortement. Ce n'est qu'à travers ces dialogues ouverts que nous pourrons gagner la confiance de la population, créer d'autres dialogues et ouvrir la voie du changement. Je crois que le plus important pour nous, c'est d'être actifs, de nous exprimer. L'avortement n'est pas synonyme de crime ou d'assassinat. C'est le moyen pour les femmes d'être en mesure de disposer de leur corps. C'est la raison pour laquelle plus nous serons en mesure de convaincre les autres et de changer leur mentalité, plus nous défendrons le droit à l'avortement. Merci, Dr Vélez. Vous avez tout à fait raison. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons prendre la parole. Nous devons nous faire entendre. Je crois que votre message fait écho à ce que le ministre Sargon Ali a dit lors de son intervention. Nous devons être forts, nous devons nous faire entendre. J'aimerais maintenant vous poser une question, Dr Sargon. Nous avons des restrictions contre l'avortement, contre le droit à l'avortement. Comment gérer ces critiques qui se multiplient? Je crois qu'il est très important de mettre en place des partenariats transfrontaliers. Au sein de mon organisation, nous travaillons avec des militants américains qui s'informent auprès de leurs partenaires des pays du Sud. Au départ, on se disait que ce serait impossible de le faire. Aujourd'hui, regardez où nous en sommes. Il existe plusieurs manières de défendre le droit à l'avortement. Aux États-Unis, lorsque la protection constitutionnelle du droit à l'avortement s'est effondrée, nous n'avons pas considéré ce revers comme la fin de notre lutte. Nous avons porté notre action sur des lois législatives, fédérales, et encouragé les gouvernements à défendre ce droit à l'avortement à ces différents niveaux. Au Michigan, les populations ont décidé de changer leur propre constitution. Ils ont levé des fonds, discuté avec leurs concitoyens qui sont allés voter, et ces volontaires ont permis à cet amendement de la Constitution d'être accueilli favorablement. C'était la première fois qu'aux États-Unis, un État s'était permis de modifier sa Constitution. Cela prouve à suffisance que, ensemble, nous pouvons aller loin. Les changements que nous souhaitons voir sont possibles. Où que vous soyez sur la planète, où que vous travaillez, si vous êtes confronté à des difficultés, si une porte se ferme devant vous, cherchez une autre voie, cherchez une autre issue. Il n'existe pas de solution unique à vos problèmes. Merci. Si une porte se ferme devant nous, nous pouvons en enfoncer une autre. Vous avez parlé de
l'importance de la rhétorique que nous employons, de la contribution des décideurs politiques, des parlementaires à cette lutte. Je suis ravie de constater que certains d'entre eux, sont dans la salle. Maintenant, j'aimerais que nous parlions des prochaines étapes, de la voie à suivre. Comment améliorer l'accès à l'avortement sûr. Au Bénin, nous avons enregistré des progrès significatifs en matière de dialogue sur l'avortement sûr. Dans d'autres pays, la situation est tout autre. Comment nous inspirer de l'exemple du Bénin pour avancer? Vous venez de citer le cas du Bénin, qui nous prouve que nous ne devons pas baisser les bras. Et le Bénin n'est pas le seul pays où l'avortement sûr est de plus en plus considéré comme un droit. C'est un pays où le droit à l'avortement est très libéral. C'est également le cas en RDC. Avant, l'accès aux services d'avortement ou aux moyens de contraception était considéré comme des crimes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons le protocole de Maputo, nous avons de nombreux instruments. Et cet instrument peut nous aider à décriminaliser l'avortement. C'est le travail que nous espérons voir l'Union africaine réaliser au quotidien. Nous sommes également touchés par ce que nos frères et sœurs d'Amérique latine réalisent aujourd'hui. Ils nous ont démontré la puissance de ces collectifs locaux. Vous avez parlé de pouvoir commun ou conjoint. Nous devons travailler ensemble. Nous devons faire preuve de solidarité. Et c'est de cette façon que nous pourrons apporter des changements, changer l'opinion des populations sur l'avortement. Nous pouvons également nous inspirer de progrès technologiques pour faire avancer notre lutte. Merci d'avoir partagé ces histoires de réussite. Je suis béninoise. C'est vrai que je vis beaucoup plus aux États-Unis maintenant. Et j'ai vu comment est-ce que, comme vous l'avez précisé, nous pouvons nous inspirer de ce que les autres pays font pour améliorer les conditions dans nos propres pays. J'espère que les parlementaires présents dans cette salle et d'autres personnes contribueront à l'accès à la santé universelle pour tous et toutes. Nous avons enregistré de nombreuses avancées et ces avancées doivent être visibles. Ces changements positifs doivent être visibles. Je reviens à vous, Madame Chalice, et j'aimerais vous poser cette question. Comment intégrer l'intersectionnalité à cette conversation que nous avons sur l'avortement? Comme vous le savez tous et toutes, l'intersectionnalité joue un rôle très important car il permet de reconnaître les discriminations et les privilèges de ce monde. Il existe des ramifications qui remontent aux races, aux statuts sociaux et qui permettent de comprendre leur rôle dans ces formes de discrimination et dans ces privilèges. Nous devons donc adopter une approche intersectionnelle dans tout ce que nous mettons en œuvre, dans nos programmes, nos initiatives, nos activités. Nous pouvons, par exemple, nous inspirer des expériences de celles et ceux qui n'ont pas la chance d'être écoutés ou de prendre la parole. Ce sont ces personnes qui appartiennent à des communautés marginalisées, à des minorités, dont les voix ne portent pas. Leur expérience
peut nous informer et peut nous permettre de comprendre les défis auxquels ces communautés sont confrontées. C'est d'ici que nous pourrons également comprendre les barrières systémiques qui empêchent nos interventions d'être couronnées de succès. Ici, nous pouvons également penser à l'instauration de partenariats un peu plus collectifs, un peu plus divers, afin d'améliorer nos systèmes de santé, à mieux transmettre les informations sur les sujets qui nous portent, qui nous intéressent. Le monde entier doit se réunir et parler d'une seule voix pour que l'approche intersectionnelle de nos communautés soit entendue. Excellent. Je ne vais pas demander aux membres de cette petite discussion informelle de se lever et j'aimerais vous inviter à reconnaître encore une fois que le droit à la santé sexuelle et reproductive est un droit humain, est un droit fondamental. Le droit des femmes, le droit des filles est un droit humain. Le droit à la santé sexuelle et reproductive est un droit humain. Le droit à l'égalité des genres est une réalité. Les droits des filles, des femmes, des garçons sont des droits humains. Les droits des personnes d'orientation sexuelle différentes sont des droits humains. And I would like to thank all speakers, and I will still give them the stage. Because J'aimerais que nos invités restent encore à nos côtés pour résumer les discussions que nous venons d'avoir. Nous avons parlé des chances, en tout cas, des possibilités qui s'offrent à nous, qui permettront d'avoir accès à des services d'avortement sûrs. Nous avons parlé de mobilisation sociale, d'engagement communautaire et de l'engagement de toutes les parties prenantes concernées par ce sujet. Accéder à des services d'avortement sûrs est un droit. Nous avons pu évoquer 3 piliers: l'accès à la SDSR pour tous, deuxième pilier, autonomie corporelle et redéfinition des droits, troisième pilier, l'avortement pour tous. C'était un honneur, un privilège d'être votre modératrice. Je suis Angel Béa et je tiens à vous remercier et à remercier nos invités de cette plénière. Vous pouvez reprendre vos places. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour nos invités. Plus fort, s'il vous plaît. Merci.